trouvez cela bien normal d'arriver à une heure pareille? Excusez-moi, vous êtes qui? On ne fait pas attendre! Ici, c'est la Légion étrangère, Gauthier. Pas le Club Med. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse où l'on parle de A Bronx Tale, où il était une fois dans le Bronx en français, qui est réalisé par Robert De Niro et qui nous raconte l'histoire de Calogero, qui est un petit adolescent, un petit enfant dans le Bronx évidemment, d'origine italo-américaine, qui va croiser la route de Sonny, le boss local de la mafia. Ça c'est moi, Calogero, à 9 ans. Là-bas au coin de la rue, c'est le caïd du quartier, Sonny. Et donc aujourd'hui, épisode tout à fait classique, en tout cas en termes d'invités, puisque je suis toujours avec Gillian Nivelet. Bonjour à tous. Et moi-même Nathan. Donc on va par contre vous parler d'un film un petit peu spécial que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai découvert il y a un peu de temps, alors paradoxalement, puisque j'ai le DVD depuis à peu près 4 ou 5 ans, mais j'avais jamais regardé. Et donc pourquoi ce film est spécial? Puisque c'est un film de Robert De Niro, et avec Robert De Niro aussi bien sûr, mais qui n'est finalement, je trouve, que le spectateur du film, qui n'est finalement loin d'être le personnage principal. C'est le premier film de Robert De Niro, adapté d'une pièce de théâtre qui était jouée à Broadway, qui était un one-man show. C'était une sorte d'auto-fiction de l'auteur qui racontait plus ou moins sa vie et son enfance dans le quartier du Bronx. Robert De Niro est tout de suite tombé amoureux de cette pièce et a tout de suite voulu adapter et a acheté les droits pour en réaliser donc son premier film qu'on connaît aujourd'hui donc sous le nom de Bronx Tale, et il était une fois dans le Bronx finalement. Donc effectivement, c'est pas forcément directement l'inspiration de sa propre vie, et d'ailleurs c'est pas non plus complètement la vie, comme tu dis c'est une autofiction, donc c'est pas complètement la vie de Chas Palminteri, du coup, qui est l'auteur de la pièce, mais également l'un des 3 protagonistes du film, donc que vous connaissez forcément, même s'il n'a pas fait beaucoup de films marquants, mais que vous connaissez forcément pour l'homme qui fait tomber la tasse dans Usual Suspect, donc il joue l'inspecteur principal. Ah, je te l'avais dit déjà la première fois, ça vient de te revenir. Donc Chas Palminteri, malheureusement, qui n'a pas eu une grosse carrière, mais qui est principalement connu du coup pour ces 2 faits. Là, qui est déjà pas mal, ce qui est assez étonnant quand même, parce que l'acteur, charisme fou, incroyable, il joue très très bien, et pour moi effectivement, mais c'est voulu, hein. Il vole la vedette à De Niro largement, mais c'est voulu, hein. C'est ça, ce qui est super intéressant, c'est que De Niro s'efface beaucoup dans le film, et il va aussi à contre-pied des rôles qu'ont pu lui accorder certains réalisateurs comme Scorsese, De Palma, Michael Mann ou même Coppola en fait. Il va... quoique, on pourrait quand même l'associer un peu au personnage de Hit, dans Hit, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, qui est un peu trouble, mais... dans Hit de Michael Mann. Oui. Mais il est quand même trouble, et c'est quand même le bad guy du film, entre guillemets. Qui est... Al Pacino, c'est le bon, et lui, c'est le mauvais, en un sens. Mais c'est un peu trouble, effectivement. Mais en tout cas, De Niro va un peu à l'encontre de ces prototypes de personnages qu'il a l'habitude de jouer, qui sont les mafieux, les méchants mafieux, surtout quand on pense à notamment Al Capone chez De Palma ou ce genre de choses. Ici, il va jouer dans un film de gangster, dans un film de mafieux, la figure morale, la figure bonne, la figure à suivre. Est-ce que c'est réellement un film de gangster? Est-ce que c'est réellement un film mafieux? J'y reviendrai un peu plus tard. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un film qui rentre dans un genre que j'aime beaucoup de plus en plus, mais qui n'est pas tout à fait, même s'il y a toujours du crime dans ce genre de film, c'est pas forcément un film de mafieux. Donc je reviens effectivement un peu sur le casting aussi du film, puisque donc Robert De Niro est en 94, je dirais, à son pic absolu, c'est-à-dire que Robert De Niro se fait connaître, on va dire, en 74 pour Le Parrain 2, qui a aussi d'ailleurs des similitudes avec le film. Ça, c'est un des films qu'on pourra citer, même si lui pour le coup rentre totalement dans la partie gangster. Mais pour moi, le premier film notable de De Niro, c'est Mean Streets, donc un an plus tôt, en 73. Et le dernier film vraiment qui signe la fin de son apogée, c'est souvent considéré comme Hit. C'est souvent Hit, donc 95-96. Donc on est vraiment dans la dernière période de l'apogée de De Niro, et il me semble d'ailleurs que c'est sa première réalisation, mais c'est pas sa dernière. Il en a fait 2, il a fait 2 films. Ouais, un deuxième. Il a fait Bronx Tale, et l'autre film m'échappe, mais c'est assez mineur. 2006, je crois. C'est assez mineur, je crois. Oui, je crois que c'est mineur, parce que contrairement à ce film qui est méconnu, mais qui est vraiment top, vraiment excellent,
à mettre un petit peu au même niveau que justement ces autres films. Moi honnêtement je peux le mettre à ce niveau-là, c'est-à-dire à d'autres films qui peuvent faire penser à A Bronx Tale, donc Le Parrain 2, il y a aussi comment il s'appelle, où il joue aussi le Était une fois en Amérique. Je pense que c'est pour ça que le nom français c'est Était une fois dans le Oui, Bronx, ils ont repris parce que qui est un peu naze comme titre. Ouais, mais ça reprend quand même plutôt bien l'idée, mais c'est vrai que c'était un peu le trope fait, de ce genre de entouré. film. Ouais. Le film de gangster, bon bah machin, le film. Il était une fois. Ouais, puis au croisement presque du western, il était une fois en Amérique, Et une fois dans évidemment, l'ouest, ce genre de ça choses. me fait penser aussi aux Affranchis, bien sûr. Oui, les Affranchis. Un peu, si on va un petit peu Ah, plus loin, Je peux même penser à Casino, ce genre de choses. oui, Casino. Enfin, beaucoup de rôles chez Beaucoup de Scorsese films de finalement. Scorsese. Et à 2 autres films dont il n'a rien à voir, qui seraient Boys in the Hood, pour le côté un peu gangster, un peu visite du quartier, et un autre film que je garde pour plus tard parce que je pense que je vais m'y étendre un petit peu plus dessus, qui est un film un peu plus léger entre guillemets. Et donc ensuite on a Lilo Brancato et Francis Capra, on va essayer de le dire sans l'accent pourri, donc qui campent Calogero respectivement à 9 et 17 ans. C'est ça. Donc ça me fait également penser à Ray Liotta dans Oui. Les Affranchis, Oui, oui. Henry Hill. Mm. Donc, alors ce sont pas du tout les mêmes âges, hein, je suis pas allé vérifier, mais je crois qu'Henry Hill au début du film a 14 ans et après il en a la trentaine. Mais c'est vrai que ça y fait un peu penser aussi par rapport à comment évolue finalement Henry Hill par rapport aux membres de la mafia. Je sais pas si je le dis, on a également une autre apparition d'un acteur notable dans le film, mais vaut mieux peut-être laisser la Oui, surprise. mais on le voit quand même au milieu du film. Enfin, moi je l'ai reconnu. Hein. On le voit un tout petit peu. On le voit un tout petit peu. Moi il m'a fait tiquer parce que je l'ai reconnu tout de suite. Moi, mais l'emphase n'est pas mise sur il est lui. masqué. Il est un peu on masqué, le il est voit un peu même de pas une loin. seconde, mais... Moi j'ai reconnu, mais bon. En après, fait, je m'en suis rendu compte la deuxième fois. c'est une petite surprise. On va peut-être pas en parler Non, parce on qu'au va cas mieux où. pas en Bon, de toute parler. façon, on décrypte quand même déjà Et plutôt le également, film. donc mais, on a en fait aussi un trope assez récurrent de ce genre de film, c'est la galerie de personnages en fait. Tu vas me faire un beau 4, hein. Concentre-toi. Non. Qu'est-ce qui se passe encore? Francky, tranche de cake, c'est trop. Je suis sûr que le gamin est déconcentré quand il le regarde en lançant les dés. Non. Jimmy, il y a des torchons derrière le bar, mets-lui un sort. Fais-moi passer un torchon. Tu connais pas, ça dit je veux pas de ton torchon, franchement c'est gênant. Ouais, ça va, foutez-le-moi au chiotte, je veux plus de ça. Chacun a une caractéristique, donc t'en as un qui perd tout le temps au jeu, t'en as un qui est très très moche, t'en as un qui est très très gros, c'est ça. t'en as un qui... Et puis c'est souvent interprété par des acteurs aussi qui sont très connus dans ce milieu du film de gangster et donc tu vois c'est des acteurs assez récurrents de ce genre de cinéma. Le gros bedonnant machin les là, Italo-américains, tu vois genre c'est des mecs dont on retient pas forcément le nom mais qu'on voit souvent dans les films Bien sûr. dont on citait précédemment Scorsese, De sûrement Palma, dans Les Sopranos dans aussi. les Sopranos. Il y a beaucoup d'acteurs des Sopranos dans le Les film. Affranchis, donc... Je crois qu'il y a au moins 3-4 acteurs des Sopranos. probablement, ouais. Donc c'est des fresques, c'est des figures qu'on reconnaît assez souvent. Mais ce qui est assez amusant aussi, c'est que Lilo Brancato Jr. il a un parcours dans la vraie vie qui rappelle étrangement celui du personnage dans son film. Malheureusement, il a eu beaucoup de déboires judiciaires dans les années 2000. Il a notamment été arrêté pour meurtre au second degré lors d'une fusillade avec un policier. Donc tu parles bien de l'acteur qui avait 9 ans. Qui avait 17 ans. À 17 ans. Ouais, Capra c'est le plus jeune. Ah oui, j'ai écrit à c'est l'inverse. Brancato, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un acteur qui, là, il est sorti de prison assez récemment, donc il a eu une vie très compliquée. Et On peut dire qu'il a gâché son talent. Bah, figure-toi qu'il y a un documentaire qui est sorti en 2018 sur lui qui s'appelle Un talent gâché. Bah oui. Donc, tu vois, et parce que c'était vraiment, les gens, à l'époque, dans les années 90, disaient ce gars, c'est le nouveau De Niro. C'est vraiment le nouveau De Niro, c'est le successeur. Il a notamment été casté dans ce film grâce à une imitation de De Niro lors des castings. Et il ressemble. Il lui ressemble énormément. Il ressemble, Ses camarades de classe à l'époque disaient, on dirait Robert De Niro. Enfin, il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce jeune acteur qui a dû sûrement mal supporter la pression. Il y a eu des problèmes d'alcool, de drogue. Comme Edouard Furlong. Beaucoup de jeunes acteurs finalement. Edouard Furlong, c'est un des plus connus. Tu vois, et... Enfin, beaucoup. Et donc oui, il y a eu beaucoup de débords judiciaires avec la justice. Enfin, il est sorti là assez récemment de prison, il reprend sa carrière d'acteur là, il doit avoir 45-50 ans à peu près. Et donc il y a un parcours assez
troublant avec son personnage, qui rappelle beaucoup son personnage. Je sais pas si on a beaucoup parlé de l'intrigue, c'est vrai qu'on a parlé du coup de ce mafieux qui est Sonny, qui est une sorte de figure pour le jeune Calogero, qui a du mal à marquer ses repères, avec un père donc interprété par De Niro, qui lui est un honnête chauffeur de bus, donc il y a ces deux figures paternelles qui vont s'opposer tout le long du film, et tout ça dans une sorte d'émulsion communautaire entre les personnes noires, les personnes d'origine italienne, ses amis, voilà, donc il y a énormément de choses. Il y a vraiment un climat de tension assez ouf. Le contexte aussi. C'est assez fou, hein. Le climat de tension, il est très fort, il est très bien retranscrit. Ouais, il est sacrément oppressant. Limite, on pourrait parler de guerre raciale. C'est une guerre raciale, complètement. Oui, pas raciale et communautaire. Je dis limite parce que dans le film, c'est montré que à travers certaines personnes, il y a aussi d'ailleurs un troisième camp qu'on voit brièvement, qui serait le camp un peu de Dennis Hopper, hein, le camp d'Easy Rider, des hippies. Bon, là, ce serait plutôt les bikers. Des motards. Mais on peut imaginer qu'il y a aussi des hippies. Même si... Mais le film, pour un peu de contexte aussi, se passe dans les années 60. Oui, c'est intéressant de rappeler quand même. 60 et 68. 60, 68. D'ailleurs, on sent qu'entre le début, donc en 60, et la deuxième partie du film en 68, ça a quand même beaucoup changé. Il y a un peu les véhicules notamment, tu vois déjà un peu l'évolution. Même le style, hein, ouais, a bien évolué. Et puis le style musical est plus agressif. Ouais. T'as des Beatles, je crois, un moment dans le film. Oui, on entend. Il y a il y a des sons. Il y a du Hendrix. Ouais. Alors justement, je reviendrai après parce que c'est assez drôle. Qui écoute Jimi Hendrix? Je me rappelle plus, ça, je t'avoue. Bah, c'est les potes de Calo. Ah oui. Du coup, c'est super intéressant. Absurde. C'est super intéressant. Parlons tout de suite parce que. Ok. Donc en fait, le film, du coup, je vais pouvoir faire un parallèle avec le film dont je voulais parler, que j'ai découvert il y a 3 mois à peu près. Donc ce film, c'est bien sûr Do the Right Thing de Spike Lee. Donc qui met en scène Spike Lee justement, qui joue Mookie en fait dans un quartier noir. Et alors là, tu vas faire tilt tout de suite, parce qu'en fait, c'est un film qui est composé d'une galerie de personnages. Check, qui évolue dans un univers de cité urbain assez ouvert, où il y a beaucoup de gens qui savent pas trop quoi faire de leur vie et qui zonent un petit peu, donc check. Et il travaille dans une pizzeria gérée par des Italo-Américains, voilà. Ok. Et l'élément déclencheur du film vient d'un échange qui peut être considéré comme un acte raciste, même si c'est beaucoup plus ambigu, c'est-à-dire que c'est un film où les gens essayent de cohabiter entre eux, parce que c'est 80% de personnages noirs, il y a aussi quelques blancs, il y a aussi des Coréens, donc du coup des Italiens, qui sont très intégrés en fait depuis plus de 20 ans, donc du coup qui sont appréciés. Et en fait le but c'est de ces gens-là, c'est de continuer à faire en sorte que ça se passe bien sans que ça déborde. Et c'est un film, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film finalement plus léger. C'est assez étonnant de voir un film de Spike Lee, donc du coup de 1989, je vais pas préciser la date, plutôt apaisé, mis à part à la fin. D'ailleurs, c'est assez drôle de se dire que le méchant, indirectement, c'est pas vraiment le méchant, mais celui qui fout la merde est joué par un certain Giancarlo Esposito. Oui. C'est vrai qu'il a pas mal, je crois qu'Exposito a beaucoup joué un peu sous la caméra de Spike Lee dans les années. Probablement, ouais. Plusieurs rôles, je crois, en tout cas. Plusieurs rôles, il a fait aussi The King of New York, où il a un rôle un peu mineur. Et en fait, il fait partie un peu de cette bande de personnages qui, je pense, est devenu culte. T'as aussi le cliché du DJ qui est joué évidemment par Samuel Jackson. T'as la musique de NWA qui revient tout le temps. C'est vraiment l'époque. Franchement, ce film est génial, c'est rafraîchissant, ça donne vraiment envie limite, ça donne envie d'y être, d'y passer une journée. Et c'est vrai que, on va dire qu'on sent quand même que les tensions raciales, on sent qu'on est avant l'incident de 93. Alors je me souviens plus en détail, mais il y avait eu je crois que c'était deux flics qui avaient tabassé à mort Rodney King, il me semble. J'ai plus le nom. Je crois que c'est Rodney King, et il y avait eu littéralement des petites guerres civiles. Notamment, c'est drôle de se dire ça, parce que je crois qu'il y avait des Coréens qui avaient été agressés, et dans le film de Spike Lee, il y a des Coréens qui... c'est un événement qui a énormément marqué aussi le rap US à l'époque. On sent du coup que le film de Spike Lee se passe avant. Et c'est drôle du coup de se dire un peu ça c'est un peu l'inverse dans le Bronx Tale, c'est-à-dire que moi ça me semble plus apaisé en 1960, et en 68 beaucoup moins. C'est-à-dire que dans le film de De Niro, l'une des thématiques, parce que moi je dirais que dans le Bronx Tale, c'est un film qui est
pourquoi le film est aussi intéressant, c'est parce qu'il traite énormément de sujets. Là où le film de Spike Lee est quand même beaucoup plus rattaché à la communauté et à ce... Il va vraiment dans le tréfonds de la communauté, enfin de la question raciste, de la question raciale, notamment parce que le personnage principal, donc qui est joué par Spike Lee, Mookie, il me semble, est très pote avec un des deux fils de son employeur, D'accord. qui est très tolérant, alors qu'il y en a un autre qui est assez raciste. D'accord. Pas extrêmement raciste, Bah, comparé au personnage c'est de vrai que Bronx quand Tale. on parle comme ça, Bronx Tale, bah, tu parlais d'Hendrix. Effectivement, c'est super drôle parce qu'effectivement, dans le film, dans le Bronx Tale, c'est une guerre ouverte c'est horrible. entre le clan des Italiens et le clan des Afro-Américains. Extrêmement violent. Donc, des personnes afro-américaines. Donc, c'est extrêmement violent. Le film est violent. Hein. C'est très violent. Hein. Je dirais pas que le film est très violent. Moi, ça m'a choqué. Mais la il a scène, des scènes la très scène, voilà. Moi, la scène de la voiture qui prend Horrible. feu, Et c'est fou. ce que j'aime bien, effectivement, c'est la façon dont c'est mis en scène, c'est-à-dire qu'on a un plan fixe sur la bagnole qui crame, Ah, c'est fou. qui dure 20 secondes à peu Ah près, ouais. et après que les cris soient arrêtés, il reste un plan de 10 secondes de Ah, c'est silence. ça, ouais. Horrible, mais en fait, c'est plus quelques scènes. C'est ça. Peut-être que c'est pas la scène la plus violente du film, pour moi, la scène la plus violente, c'est le tabassage gratuit C'est horrible. des blacks, Horrible. qui juste, ils font du vélo, ils ont l'air tout gentils, Ouais. et ils se font casser tabasser la gueule. C'est horrible, sans aucune justification. Parce qu'en fait, ce qui est étrange, c'est que la violence vient beaucoup plus des jeunes que des mafieux, qui eux, finalement, le sont. Bah, les mafieux, On voit j'ai pas l'impression, beaucoup la eux, violence ils sont conscients qu'il y a des territoires, tu vois. C'est plus des Et que les... businessmen. Voilà, c'est ça, c'est une question de Et- territoire. Et eux, ils sont en mode, bon, chacun se mêle de ses affaires. Et on est très bien comme ça. Alors que les jeunes, bon, ils veulent. C'est Bah. une question de prouver que qui va être le plus fort, qui va être le plus violent, qui va en imposer le plus, quitte à tabasser le mec qui croise au coin de Bah, la rue, tu limite, vois. aller à tuer. À tuer, même, Ils, oui. ils se tuer. ramènent avec des flingues bah, justement, dans le clan, enfin, dans le territoire des Afro-Américains, et ils leur tirent dessus, ils balancent des cocktails Molotov. Ah non, Enfin, mais c'est. Ils sont tarés, ils sont complètement tarés, et c'est prémonitoire parce que Sony, durant tout le film, avertit Calo sur le fait que bah, il faut les lâcher, c'est des petits cons. C'est ça. Et là d'ailleurs, ça me fait un peu penser à la bande dans Il était une fois en Amérique. Et du coup, c'est drôle aussi de parler de territoire parce qu'il y a aussi les personnages des bikers qui ont le malheur de faire un peu trop de bruit dans le territoire de Sony et qui ont également une sacrée réputation de merde, et donc du coup qui se font tabasser. Mais là, je trouve que c'est déjà une scène beaucoup plus joyeuse, quoi. Parce qu'évidemment, là, ce sont les gentils qui... Enfin, C'est dans les gentils, entre guillemets, quoi. c'est pas vraiment ça, en fait, parce que dans entre guillemets, dans l'autre scène, ce sont les... Bah non, parce que j'allais dire ce sont les gentils, mais pas du tout. Les copains de Calo sont jamais En montrés fait, comme ils sont des gentils. caractérisés, les amis de Calo sont caractérisés comme des connards et Ouais. comme des cons. Yeah, but they're my friends, you know that. They're jerk-offs. Look at me. Jerk-offs. Alors que Sony, il y a une certaine ambiguïté qui est super intéressante. Ah, je dirais que c'est même plus que ça. Il est super travaillé comme personnage. Il Il est attachant et on s'attache à lui, Il en est fait. honnête. C'est ça. Il est... Alors, il abuse un peu de son pouvoir. Oui, mais parfois. honnête, parce qu'il hésite pas, le gars qui se fait descendre dans la rue, Oui. là. Tu vois, Balle dans la tête. c'est trouble. Oui, Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à s'attacher à un personnage qui est super trouble. Et donc, quand il dérouille les bikers, c'est jouissif. Et c'est là que De Niro est fort. C'est qu'il nous range aux côtés de Sony. Ah oui. Là où, en fait, c'est juste deux gangs de pourriture qui Alors s'affrontent. oui et non, parce que c'est aussi parce que ils sont pas allés trop loin, mais ils ont aussi Oui, c'est sur le territoire de ils ont Sony, cherché la merde. effectivement, bien sûr. Il y a pas que ça. Il y a aussi la façon dont ils leur parlent un peu. C'est ça, ouais. Ils sont aussi s'installent. Mais en soi, C'est parce qu'il a préparé le terrain. c'est ça. Mais en soi, en théorie, c'est là où le point de vue il est fort et il est bon. Et c'est que là où la caractérisation marche bien. C'est qu'en soi, c'est deux gangs et c'est deux, Oui. c'est deux institutions Mais Sony est criminelles. quand même montré, voilà, c'est ça qui est fort, c'est qu'il est montré, il est quasiment tout le temps montré comme étant une figure paternelle honnête, droite, qui donne des conseils très souvent pertinents à Calo, qui lui... Alors bien sûr, parfois il dépasse un peu les bornes, comme quand il lui confie des paris, par exemple, ou quoi, mais c'est rarement... Enfin, en fait, c'est jamais... il a jamais de mauvaises intentions envers Calo, et on le voit globalement rarement être mauvais dans le film, même si effectivement
on se rend compte à travers certaines de ses répliques quand même qu'il n'est pas aussi bon que ce qui n'y paraît, mais qu'en même temps, il a des raisons de penser comme ça. Il y a une certaine sagesse tout de même. Oui. Bah, il expliquait qu'il lisait Machiavel en prison, qu'il a beaucoup appris de ça, et que ça, tu vois, ça fait ressentir un personnage cultivé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient prendre à contre-pied aussi avec le personnage de De Niro, tu vois. C'est que c'est deux figures paternelles qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, mais qui, comme on est du point de vue donc de Calogero, vont s'affronter sur les valeurs, sur comment est-ce qu'on imagine la vie, comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on se projette dans la vie, est-ce qu'on va vers des choses faciles mais malhonnêtes, ou est-ce qu'on va vers un labeur plus dur. Try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy. Your father's the tough guy. Et c'est là où je trouve vraiment le film intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de choses dans des films, donc de gangsters, de mafieux. Et comme tu le disais, on n'a pas l'impression d'être dans un film de gangsters. Non, parce que c'est justement les scènes de violence qu'on a citées sont quand même très marginales, il n'y en a que 3 ou 4, que c'est beaucoup de discussions, beaucoup de plans fixes, même si on sent quand même que De Niro, en tant que nouveau réalisateur, il tente beaucoup de choses, pas forcément toujours justifiées. On a ce côté un peu drôle avec ces personnages un peu... En fait, on dirait un Yakuza, c'est-à-dire les jeux Yakuza. Vraiment... on dirait qu'il y en a un des deux, c'est Ichiban, c'est Kiryu pour ceux qui ont fait les anciens, et vraiment ça fait beaucoup penser à ça, parce que il y a vraiment cette alternance aussi de sérieux, de scènes très sérieuses et de scènes beaucoup plus comiques. Je pense par exemple à la scène des paris où juste parce que Sony n'aime pas la gueule de un tel ou un tel, il est fou dans les chiottes. Ça c'est très très drôle. Mais pour revenir à Sony, effectivement il y a quand même, c'est en se fouillant un peu que Calo se rend compte qu'effectivement il a quand même des faiblesses, des fragilités, notamment lorsqu'il lui confie qu'il préfère être craint qu'être aimé, même si il continuera toujours à traiter correctement ses hommes et qu'il les apprécie. Il exprime aussi le fait qu'il n'a confiance en personne, même pas envers Calo, parce qu'il peut quand même, il est quand même, il y a une scène où il se montre assez violent envers lui et assez ingrat, puisqu'il lui prête sa voiture pour que Calo aille voir sa future petite amie, et en ramenant la voiture, il a l'air d'avoir un souci avec, et directement Sony empoigne Calo et lui met énormément la pression, un peu comme Joe Pesci dans Les Affranchis. Limite, en l'engueulant, limite on pense qu'il va le tabasser, quoi. Le personnage il vrille en fait, une sorte de masque qui vient presque tomber dès que quelque chose échappe à son contrôle, en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est ça, c'est la nuance du personnage, parce qu'encore une fois, donc la petite amie de Calogero, c'est une jeune femme noire. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est de montrer que Sony, il est pas raciste, lui. Non, alors il que lui son père... Alors que son père a déjà un peu plus de mal, tu vois, le personnage de De Niro. Mais tu vois, Sony lui explique que si c'est la bonne, quoi, et avec le truc de la portière. And then you give her the test. What, the Mario test? Mario's a fucking psycho. What do you listen to this kid for? You give her my test, you give her the door test. What's the door test? Tu vois, ça rajoute du trouble sur le personnage, parce que ça aurait été facile de faire un personnage raciste, de faire un méchant, machin, non, là on apporte de la nuance. Moi je dirais que c'est limite l'inverse, que ça aurait été facile du coup de le... Enfin, je trouve que c'est un peu facile de faire en sorte qu'à ce stade, au final ça va. Tu trouves? Ouais, je sais pas. Non, parce que c'est vrai que ça déconne un peu. Moi, je trouve qu'au contraire, généralement, quand tu imagines le boss de la mafia italienne, non, mais bien sûr, mais tu là, peux te dire, bon... Je te dis ça parce que c'est une info qui arrive à plus d'1 heure de film, et on connaît déjà bien le perso, donc en fait, c'est limite... Non, ce qui est un peu plus... Non, moi, par contre, je trouve que c'est beaucoup plus étonnant quand il se fait... quand il empoigne Calo, quoi. Là, par contre, parce que vraiment... Mais c'est ça, tu switches constamment de... c'est un bon. Non, pas constamment, mais ça arrive 2 fois. Très souvent, quand même. Le truc du tir, justement, le truc on va y revenir peut-être. Même les jeux d'argent et tout, c'est quand même... Il emmène quand même Calo dans des trucs... Bien sûr. Tu vois, toujours avec ce côté bon et paternel, mais il l'emmène sur des terrains pas... Donc on va revenir effectivement au tout début du film, justement cette histoire de meurtre. En fait, il y a un type qui arrive violemment avec sa bagnole et qui se met à s'engueuler avec un autre type qui est la fameuse... Bon, je pense qu'on peut en parler maintenant. On en parle, allons-y. On est à une demi-heure, je pense que les gens qui sont là... donc en fait avec Joe Pesci, donc, qui est un personnage qu'on ne verra pas du tout durant le film, sauf à la toute fin,
après donc du coup le décès de Sonny. Et en fait, Sonny va intervenir, parce qu'il était témoin de la scène, il va abattre l'homme froidement, donc la personne qui tabassait, en fait, il ne l'engueulait pas seulement, il allait tabasser Pesci, en tout cas il se jette sur le pare-brise du mec. Déjà il avait une batte à côté de lui, tu vois. Vraiment, il sort une batte et il éclate le pare-brise. Moi j'ai l'impression que dans le quartier ils avaient tous des battes dans leur... Ouais, bah clairement, c'est sûr. Bah, en même temps c'est un peu le cliché, quoi. Et du coup en fait Calo est le seul spectateur de la scène. Et donc du coup il va décider de ne pas balancer Sonny. Et d'ailleurs il va dire une chose à son père, moi qui m'a marqué. Il dit à son père I didn't rat, j'ai pas cafeté, quoi. Et son père lui dit merde, you did a good thing for a bad man. I didn't rat, Dad. I didn't rat. No, you didn't rat. I did a good thing, right? Yeah, you did a good thing. You did a good thing for a bad man. Ouais. En gros, de façon plus large, en gros, il lui explique que parfois, on est obligé de faire de mauvaises choses dans la vie et que même les bonnes choses qu'on va faire, on va les faire pour de mauvaises raisons ou pour de mauvaises personnes. Et ça fait partie vraiment des leçons que va lui inculquer son père. Et d'un autre côté, c'est aussi une leçon que lui inculque Sonny indirectement. Et ça, en fait, ça va vraiment être le cœur du film où l'un va renvoyer la balle à l'autre. Par exemple, lors du match de boxe, ou tout simplement, pour rappeler sa condition, que son père en fait lui fait la morale en disant que s'il va avec Sonny, en fait il cède à la facilité, parce que pour le match de boxe, son père a travaillé, il lui a finalement offert des places mais qui ne sont pas les meilleures, alors que il pourrait tout simplement aller gratuitement voir Sonny avoir une bien meilleure place. Mais est-ce qu'il a forcément mérité? Bah non. Donc en fait c'est aussi une question de mérite. Enfin, on va pas faire toute l'énumération voilà, des leçons que un tel ou un tel les renvoie. Mais en fait on se rend compte que c'est des personnages qui ont beaucoup en commun et qui évoluent pourtant dans un milieu totalement différent. Mais on sent que voilà, l'aversion, en fait voilà, c'est juste ça, c'est l'aversion pour le crime. Qu'a De Niro, je sais même plus comment il s'appelle. C'est Lorenzo, je crois. Oui, c'est ça, c'est Lorenzo. Qu'a Lorenzo, comme Ferrari, tiens. Qu'a Lorenzo, en fait, pour la mafia, fait qu'ils peuvent pas s'entendre. Mais donc, du coup, ils ont plusieurs altercations. Ils sont sur deux spectres très opposés, en fait. Et pourtant, donc, oui, parce que du coup, j'ai dit quelque chose concernant Sonny tout à l'heure, comme quoi il se faisait. Il mourait à la fin, parce que du coup il se fait abattre par le fils de la personne qu'il a abattu au début du film pour protéger le personnage de Joe Pesci. Et du coup, le jour de l'enterrement, tout le monde s'en fout, tout le monde rigole, montre en fait qu'il n'avait aucune considération pour Sonny et que c'était juste du business, sauf évidemment Calo. Et donc du coup le personnage de Pesci qui vient un peu à nouveau prendre sous son aile Calo. Et le père de Calogero, bon déjà, je pense qu'il vient parce qu'il sait à quel point, parce c'est quelqu'un de lucide et qu'il sait à quel point c'était quelqu'un d'important pour Calo, pour son fils tout simplement, mais aussi parce que il reconnaît que c'était quelqu'un qui, certes, n'appartenait pas à son milieu, mais ce n'est pas quelqu'un qu'il détestait, c'était au contraire quelqu'un qu'il avait quand même en estime. Notamment parce que en sachant que c'était quand même quelqu'un de valeur et pas seulement une petite frappe. Et d'ailleurs indirectement il vient aussi parce que il a simplement sauvé la vie de son fils, puisque lors de l'exaction que commettent les potes de Calo envers le territoire. Le quartier noir. Le quartier noir, enfin bref. En fait, Calo le dégage de la voiture, le fait sortir avant qu'il aille avec eux. Et si évidemment il était allé avec eux, il serait mort comme tous les autres. Et donc au final, c'est vrai que Sonny était un peu comme un ange gardien pour Calo durant tout le film. Je pense que l'un des messages aussi du film, c'est de savoir trouver sa famille, en fait, trouver sa place. C'est un film qui questionne au-delà du fait du bien et du mal, c'est sur, tu vois,
la construction de l'identité d'un jeune homme, tout simplement. Et donc, ça passe par toutes les thématiques que tu as citées. Mais c'est le cas pour toute personne qui se construise, sauf que lui, c'est dans un environnement peu commun, et avec des figures peu communes. Qui représentent toutes des choses très différentes. Et on sent qu'effectivement, lui, c'est le seul un peu de son quartier, un peu de en tout cas de sa bande d'amis, qui a eu la chance d'avoir une éducation, que ce soit même s'il n'avait pas eu son père, il aurait pu aller loin, parce que par exemple, une des choses qui sont très importantes pour sa survie, c'est que de base, en fait, il est beaucoup moins raciste, voire même pas raciste, par rapport à ça, et donc du coup, ça lui évite des accès de violence, notamment lors de la fameuse baston, il aide carrément, il aide un des jeunes gars, et en fait il s'avère que c'était le frère de, bon c'est un peu facile ça, mais c'était le frère de sa copine, et donc du coup grâce à ça il peut continuer à sortir avec elle, et du coup il y a aussi une expression un peu qui m'a marqué, mais alors ça, je trouvais ça très drôle en fait, je pense que ça c'est juste une expression qui se dit en anglais, mais à plusieurs moments son père il lui dit do the right thing. Do the right thing. Et ça c'est drôle, mais bon c'est juste voilà un non mais le film moi je trouve le film comme les dialogues vraiment c'est très bien dialogué, hein. Il y a beaucoup de répliques en fait qui sont marquantes, qui sont logiques, et c'est bien dialogué. Moi je trouve que De Niro pour un premier film c'est quand même aussi impressionnant en termes de direction d'acteur. Bon, De Niro est un immense acteur, donc je pense que de ce point de vue-là, il a des facilités pour diriger d'autres acteurs. Mais puis je pense qu'il a aussi des acteurs qui sont habitués à ce genre de rôle, sauf les enfants. Les enfants, ouais. Mais qu'il a réussi à diriger d'une manière. Enfin, c'est super bien dirigé, c'est super bien mis en scène. Moi, je trouve que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu plus de films de Niro. Tu vois. Ouais, surtout après justement sa période un peu faste, même si c'est con parce que. Surtout qu'effectivement, là, il arrive à la fin de sa culminance en tant qu'acteur, et je me dis, putain, mais peut-être que ça aurait pu être un renouvellement pour lui. Comme Mel Gibson, quoi. Voilà, passer derrière la caméra, ou comme Clint Eastwood, venir vraiment passer derrière la caméra, et se renouveler avec ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et dans les années 2000, on le connaît plus pour des comédies un peu moyennes que pour autre chose. Bon, là, depuis les années 2010-2020, il a de nouveau eu des rôles assez emblématiques, mais on est passé, je pense, à côté de quelque chose. Ouais, on a eu 20 ans de traversée du temps. Parce que De Niro, quand même, moi je trouve que ce qui est passionnant dans son film, c'est que c'est quelqu'un qui comprend les codes modernes du cinéma, dans les années 90, mais qui respecte aussi beaucoup un certain classicisme. Ouais, classicisme dans les genres dans lesquels il s'inscrit, classicisme hollywoodien aussi, classicisme, plein de choses. Moi j'ai des mouvements avec des mouvements de grue, caméra à grue, qui me marquent bien. Enfin, moi, ce qui se faisait plus trop dans les années 90, les mouvements à la grue, tu vois. Ouais, mais en fait, ça m'a fait penser à... Il y a une sorte de parfait équilibre entre un cinéma moderne, mais un cinéma aussi qui se veut représentant et respectueux de la période à laquelle se passe le film, ce qui est les années 60 et le cinéma de gangster, quoi. Et presque même ça peut rappeler à certains moments aussi un peu ce qui se faisait lors du nouvel Hollywood, et donc Scorsese, il vient notamment citer Scorsese sur certaines choses, et donc on sent que c'est un acteur qui a été nourri par le nouvel Hollywood, par des réalisateurs qui sont devenus ses amis, et c'est certainement ses mentors de cinéma, de metteurs en scène, et il est façonné par tout ça, De Niro, et c'est passionnant parce que il y a cette casquette d'acteur, il y a cette casquette de metteur en scène, il y a cette casquette de c'est passionnant. Et moi, je trouve ça vraiment dommage et regrettable qu'on n'ait pas eu plus de films signés De Niro. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut enterrer ça, parce qu'à 80 ans, Robert De Niro, je pense que c'est plus du tout... c'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, malheureusement, l'intéresse. Et voilà. Le truc, c'est qu'en fait, ça fait un peu penser à ce qui s'était passé pour Charles Laughton, un grand acteur de l'âge d'or d'Hollywood, qui s'est levé un matin et qui s'est dit « Et si je prenais un chef-d'œuvre ?» Ou qui réalise effectivement 54 La Nuit du Chasseur. Là, c'est un peu ça. Incroyable. Franchement, moi, je le mettrais pas loin du chef-d'œuvre. T'es une fois dans le Bronx. En tout cas, je le mets au niveau de certains films de Scorsese, sans problème. Et... justement, je voulais te dire un truc par rapport à ça. Oui, c'est que du coup, moi, le film me fait aussi penser un peu à une sorte d'héritage, en fait. Déjà, de début d'héritage de sa carrière. Parce qu'effectivement, après
après ce film-là, en film notable, il y aura plus que Casino et Hit, si je me trompe pas. Casino, Hit. Et bien plus tard. T'as The Irishman, t'as encore le Joker. Le Killer of the Flower Moon récemment aussi. Qui lui a quand même valu une nomination pour Oscar. Non, mais ça, mais oui, effectivement, sur 20 ans, sinon il s'est pas passé grand chose à part des comédies ou des choses comme ça. Ouais, se creuser, peut-être qu'il y a mais oui, non, mais il y a sûrement des films qui nous échappent et qui nous viennent pas en tête comme ça. Mais je veux dire, c'est vrai, effectivement, tu as raison, c'est là, on est sur une fin de période de règne de la figure de Niro, tu vois. Là où, par exemple, Clint Eastwood s'est relancé. Ouais, c'est ça. Pas qu'il s'est relancé, mais il s'est renouvelé. Il y a une sorte de renouvellement. Il s'est créé en fait un autre. Il s'est montré en fait d'une autre façon en parallèle de sa carrière d'acteur d'action, qui a fait que à terme, ça lui a permis de complètement se lancer dans la réalisation, tout en continuant à tourner en tant qu'acteur. Parce que par exemple, je parlais de Mel Gibson, mais c'est vrai que Mel Gibson, mis à part L'homme sans visage, en réalité, il était prévu que Braveheart soit pas lui qui fasse le film, enfin en tant qu'acteur, donc du coup, qui est quasiment aucun de ses films où il joue dedans. Clint Eastwood, c'est un peu différent quand même, parce qu'il a joué dans l'immense majorité de ses films. Il y en a quelques-uns qui me viennent en tête où il est pas dedans, mais... Si on fait le parallèle avec Eastwood, ce qui est intéressant, c'est que Impitoyable arrive un an avant... C'est bon, ça, c'est 93. Ça, faut, ouais. Ça arrive un an avant. Et il y a ce côté déjà où Impitoyable, Eastwood joue de lui-même. Et il joue de ses propres codes et des codes dans les films dans lesquels il a joué. Là où aurait pu aller De Niro, tu vois, c'est ce qu'il a commencé un peu plus ou moins à faire De Niro avec Bronx Tale. C'est qu'il joue des codes dans lesquels il a été utilisé et dans lesquels il a joué, etc. Donc tu vois, la comparaison avec Eastwood, malgré que ce soit pas la même génération d'acteurs, pas tout à fait la même en tout cas, parce que Eastwood c'est quand même une vingtaine d'années avant, enfin une dizaine d'années avant, qu'il a vraiment éclaté. Ouais, vingtaine. Et non, dizaine. Tu vois, t'as un parallèle qui aurait pu être créé en termes de metteur en scène, là où tu vois, De Niro malheureusement a lâché quoi. Donc il a jamais vraiment commencé. Il a commencé, mais il a tout de suite. Il a eu une tentative. Et pourtant, le film a quand même été bien reçu par la critique. Hein. Ah oui, il a des super retours critiques, hein. Et même le public d'ailleurs. Hein. Ah, le film est top. Hein. Et donc c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi De Niro c'est pas. Moi, honnêtement, hot take. Hein. Attention. Hein. Je préfère Bronx Tale à Était une fois en Amérique. Attention. Là, tu te mouilles là. Oui, bah après c'est les goûts. C'est les goûts, bien sûr. Mais je veux dire, j'aime bien. Tu vois, c'est dommage. Bon, on va pas tourner 10 ans autour de ça, mais non, mais c'est dommage en termes de tentative. Quand t'as une première tentative qui se passe quand même vachement, aussi bien, t'as des retours super bons de tous les côtés. Je me dis putain, en plus c'est De Niro, c'est un nom rien qu'à lui. Pourquoi on n'a pas eu plus? À cette époque-là, en plus, ça faisait encore vendre. Ah non, mais c'est fou. Mais en tout cas, on peut toujours reparler un peu de Do the Right Thing. Yes, children, this is the cool out corner. Ooh, yeah. Okay. No freedom. I'm the boss. You want freedom? There, that's freedom. You take an order and you take it out. He's got an order there. C'est aussi un film qui arrive un peu au moment où des acteurs afro-américains émergent pas mal. Justement, je citais Samuel Jackson, Giancarlo Esposito qui lui va exploser plus tard. Je crois pas. C'est le cas de le dire. Il y a aussi, moi c'est vrai qu'à chaque fois que je pense à cette période, je pense à Laurence Fishburne. Mais en fait, Puis il y a aussi Eddie Murphy. Hein. Ouais. Je l'associe beaucoup moins à ce genre de film. Ouais, mais c'est quand même une figure en fait, une personnalité noire, figure du cinéma hollywoodien de cette période quand même. Bien sûr. Mais en fait, je pensais à Laurence Fishburne tout simplement parce que oui, c'est vrai que c'est le père dans Boys in the Hood. D'ailleurs, qui est beaucoup trop jeune. D'ailleurs, dans le film, pour être père, c'est ça qui est drôle. Genre, il a à peine 30 ans. Et en fait, même quand il se passe genre 15 ans, il a pas changé, tu vois. Donc, ces gosses, genre, ils ont 25. Ça m'a un peu troublé aussi, ça, pour Bronx Tale avec De Niro. Je trouve qu'il a pas trop. Bon, après, il se passe quoi? Il y a 8 ans, mais je sens pas trop les 8 ans. Même pour Sony, tu vois, je les sens pas trop passer, les 8 ans. Mais bon, c'est pas si choquant à cet âge-là. Ouais. Mais ouais, effectivement, Do the Right Thing, c'est un film que je pourrais qualifier de pop aussi, qui est vraiment très ensoleillé. D'ailleurs, il y a une scène un peu culte
où t'as des gamins, enfin des jeunes qui ouvrent une vanne et qui inondent en fait la rue et tout le monde vient se baigner. Enfin, c'est vraiment, en fait, ça qui est assez drôle, c'est que c'est un film qui traite de sujets graves, mais de façon très détendue, sauf à la fin, où effectivement ça se termine sur la mort d'un personnage et où ça devient tout de suite plus tragique, mais c'est quand même, moi je trouve ça assez, je trouve limite que le film est naïf en fait, surtout qu'on connaît Spike Lee aujourd'hui, qui est quand même un personnage assez, moi globalement j'aime beaucoup Spike Lee, en tout cas en tant que cinéaste. Il y a plusieurs de ses films, par exemple Inside Man j'ai beaucoup aimé, Black Landsman bon c'est pas trop mal, mais Do the Right Thing c'est vrai que je le mets bien au-dessus. J'ai toujours pas vu Malcolm X d'ailleurs, faute à moi. Oui, bah Denzel Washington aussi, on l'a pas cité, mais Forest Whitaker aussi. Bah oui. Enfin je veux dire effectivement. Ah mais tiens, mais c'est vrai, prochain épisode. Tu parlais de. Mais je l'ai revu il y a 2 semaines. De Ghost Dog. C'est vrai qu'il faut qu'on en parle. Bah oui, Ghost Dog, mais je vais le revoir, de toute façon, moi je le revois tous les... On en reparlera. S'il faut le revoir tous les mois, je le revois tous les mois. Mais effectivement, tu vois, c'est vrai que c'est une émergence d'un cinéma... D'un style de film aussi qui a un peu disparu. Ouais. C'est-à-dire les films un peu tranches de vie, tranches de quartier, je dirais même. Mais parce que là, c'est vrai qu'on a cité quasiment que des films... Bah, dernièrement, il y a eu un peu ça dans Moonlight, mais c'est vraiment le dernier truc. Ah, il y a un peu ça aussi dans Les Misérables. Ouais. Un peu. Ouais. Mais oui, c'est beaucoup plus scénarisé. Ouais, mais c'est ça. Parce que c'est des films qui... C'est des films aussi, j'allais dire à la Sofia Coppola, lol. Non, mais c'est pas ça, c'est juste, c'est des films en fait où, évidemment, le film est écrit, le film a un scénario et tout, mais on sent qu'en fait c'est plus flottant, il y a peut-être plus d'impro. Il y a aussi la part belle simplement à des personnages loufoques. Par exemple, si vous avez vu Do the Right Thing, bien sûr, vous vous souvenez du coup de Radio Rahim et de Mayer, du maire, enfin, c'est génial. Tous les personnages sont fous, ça va peut-être encore plus loin justement que Bronstein, mais en même temps qui n'est pas basé là-dessus. Et c'est vrai que c'est des films voilà, qui n'existent plus trop, et c'est un peu dommage. Bon, je te laisse faire ta petite reco. Bon, moi ça va être assez rapide. J'ai un peu fouillé, j'ai un peu cherché, je me dis qu'est-ce que je peux bien conseiller. Et je me suis dit tiens, mais Nostalgia. Nostalgia, c'est un film italien réalisé par Mario Martone, avec Pier Francesco Favino, qui est un immense acteur italien. C'est sorti Nostalgia il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais découvert dans des superbes conditions à Cannes. C'était ok. Je l'avais découvert à Cannes. Cette fameuse année. Ouais, et c'était vachement bien. Pour la faire courte, c'est... Moi, j'étais à crever de chaud à la soirée de montage. C'est vrai que... fouetté par Antoine. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu... Non, je rigole. Big up par Antoine, d'ailleurs, qui était venu il y a pas longtemps. Bon, pour faire le petit topo du film, ça m'a rappelé, en fait, ça serait presque... Et si Calogero revenait dans son quartier après 40 ans. Et ben, Nostalgia reprend ce truc, c'est après 40 ans d'absence, je le vois. Il y a Felice qui retourne dans sa ville natale, donc qui est Naples, et il redécouvre les lieux, les codes de la ville, et un passé un peu trouble, un passé plus que trouble même, un passé... avec certains déboires avec la justice, certaines fréquentations peu recommandables. Son pote. Voilà, c'est plus ou moins un genre de... Voilà, oui, c'est plus ou moins ça. Donc lui, il revient dans le coin parce qu'il a des choses à régler, mais c'est quelqu'un qui s'est rangé, c'est quelqu'un qui a une vie plus que bien, une très belle vie. Mais sauf qu'en revenant à Naples, il y a tous ces fantômes du passé qui vont ressurgir. Et ça m'a fait penser un peu du coup à Bronx. Je me dis, tiens, et si Calogero revenait, tu vois, si on faisait un film en 2024 sur Calogero, du coup 2022. Oui, 2022 du coup, mais je crois qu'il est sorti bien plus tard au ciné. Nostalgia, je crois que c'est 2023. Ah, peut-être. Début 2023. Mais en tout cas, tu vois, il y a des thématiques qui sont assez proches. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne prolongation sur un passé qui peut ronger, sur des conséquences passées qui peuvent ressurgir et qui peuvent revenir nous hanter, et qui peuvent même nous détruire, en fait. Et puis, quel acteur, quel acteur. Je sais qu'on avait vu du coup ensemble Dernière nuit à Milan, que j'ai revu récemment d'ailleurs. Ah, je l'ai pas revu. Et c'est toujours aussi fou. Et le cinéma italien qui malheureusement se meurt petit à petit. J'avais raison. 4 janvier 2023. 2023, ok. Et oui. Moi je l'ai vu en mai 2022. Ouais. Donc, mai 2022. Et donc il est sorti plusieurs mois après en France. Ouais, quand même. Hein, mais en tout cas, je saisis un œil. C'est le cinéma italien. Ça, si on creuse un petit peu, c'est
c'est un cinéma passionnant, quoi. Et malheureusement, c'est un cinéma qui a du mal à Ouais, exister aujourd'hui. vaguement les films de Garonne. T'as les films de Garonne, t'as Bellocchio. Le Traître, ouais. Marco Bellocchio. Bah, le Traître, donc, dont Favino jouait déjà dedans. Mais il est sorti son dernier film, là, comment il s'appelait L'Enlèvement. Ah oui, non, je pensais à un C'est autre vachement film, bien aussi, L'Enlèvement. Mais, oui, non, mais c'était le... Non, je parlais... Oui, en fait, j'ai confondu avec le dernier film de Garonne. C'était quoi, déjà? Le film sur le bateau, là. Oui. El Capitaine. C'était très sympa. Ouais. Non, mais en fait, on a pas mal de films qui sont programmés. Donc, on parlait de Ghost Dog. Je pense que Ghost Dog, ça va être la prochaine émission régulière. On a plusieurs émissions un peu spéciales qui vont arriver. On a des belles et surprises. je pense qu'effectivement, là, on se dirige un peu sur des films d'une période différente, un peu sur des thématiques différentes, parce que après avoir fait que des thrillers des années 2010... C'est vrai qu'on a beaucoup fait... on en a trop fait, je pense. Sans même s'en rendre compte, en fait. Ouais. Mais là maintenant, sans s'en rendre compte, c'est juste une question de goût. Voilà. C'est une question de goût. Parce qu'on essaie de traiter quand même des films qui sont très très bien. Faudrait essayer de traiter des films peut-être un jour qu'on aime moins. Moi j'aimerais aussi surtout qu'on parle un peu plus du cinéma français. On en parle pas beaucoup. Européen. Ou du cinéma européen. Bah, c'est vrai qu'en fait c'est plus dans les recos qu'on parle du cinéma français ou européen généralement. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on parle de Farang aussi. Ouais, on a parlé de Farang. Bah là on parle un peu de cinéma italien. On va en parler peut-être un peu justement lors d'une émission un peu spéciale qui devrait arriver dans un mois. C'est pour ça. Peut-être un peu moins même. Dans faut qu'on se diversifie un petit peu, mais de belles choses arrivent. Oui, de toute façon, on a vu des trucs. On essaye un peu de se renouveler. Mais voilà, en tout cas, là, ça va être la première année pleine. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu plus de formats différents et de types de films abordés. Voilà, je pense que c'était pas un mal, effectivement, d'avoir une émission peut-être un peu plus longue. Parce que de toute façon, il y avait beaucoup de choses à dire. Et ça fait pas. Moi, en tout cas, ça fait partie. Je crois que quand je l'avais vu il y a 6-7 mois, je me suis dit, Gillian, on fait un podcast. Ouais, tu me l'as dit directement. Et bah, moi, je l'ai découvert quand tu m'en as parlé, en fait. Ouais. Enfin, quand tu m'as dit que t'avais envie de faire un podcast sur Bronx Tale, moi, je l'avais pas vu. Je l'ai rattrapé. Connu, hein. Je l'ai rattrapé, et donc. Ouais, non, c'est vrai qu'il est pas très connu. Peut-être, hein. c'est pas. Peut-être qu'il est pas peu connu. C'est pas plus qu'il est oublié. C'est ça. C'est pas un film pas connu parce que. C'est un film dont les gens peuvent parler, mais c'est pas un truc qui ressort en premier, quoi. Ah non, du tout. Et même dans la carte de De Niro, c'est pas un truc dont on parle. Je suis sûr qu'il y a un youtubeur, genre un youtubeur ciné en mode, je sais pas, moi je pense à Nicolas Delage, là, pourrait dire, et vous saviez que, tu sais, faire un short, et vous saviez que Robert De Niro a fait des films. Il a réalisé des films. Oui. Non, mais... Nicolas Delage, si tu nous écoutes, ça n'arrivera pas. Fais un short là-dessus. Voilà, je te donne des idées. Bon, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bien. On a un quart d'heure de gras là. On est bien. Peut-être pas un quart d'heure, mais 10 minutes. C'est ça qui fait la beauté des choses. Oui. Bon, bah sur ce, je crois on va couper là-dessus. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur Spotify et les autres plateformes d'écoute. Voilà. Et bah, bisous à tous. Ciao.